trop monotone pour être ce qu'il fallait faire. Et donc, c'est en ce moment que j'ai démissionné d'un travail que j'aimais pourtant et dans lequel j'étais bien et on s'entendait très, très bien avec tous les partenaires. Salut la team Mindset Afrique. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Maman Oumarou, un entrepreneur nigérien et auteur du livre Le chantier de la vie. Maman a un parcours atypique puisqu'il débute sa carrière dans le domaine du nucléaire, en travaillant notamment pour Areva, avant de tout lâcher à 40 ans lorsqu'il se rend compte que la vie, c'est bien plus que ça. Dans son livre, il partage avec nous les outils et le plan pour réussir le chantier de ta vie. Si tu me découvres pour la première fois, je m'appelle José, je suis entrepreneur et consultant en transformation digitale. Sur cette chaîne, tu trouveras des idées business, des parcours d'entrepreneurs et tous les outils qu'il te faut pour mener ton business au stade supérieur. Abonne-toi si ce n'est pas encore le cas et pense à activer la cloche des notifications pour ne manquer aucun de nos contenus. Vous êtes aujourd'hui plus de 3000 à nous soutenir et ça fait vraiment, vraiment chaud au cœur. Merci infiniment. Sans plus attendre, passons à l'interview. Bienvenue sur la chaîne. Merci José et bonjour à tous. C'est un plaisir d'être là avec toi. Pour moi, ça me fait d'autant plus plaisir que tu as un frère nigérien, donc on, on donne de la force au pays. Le plaisir est partagé. Alors, viens ici nous parler de ton livre. Alors, moi j'ai trouvé ça impressionnant parce que déjà, tu as un parcours qui est atypique. Tu as monté ton entreprise en plus à côté et tu as ce livre à côté. Explique-nous comment tu es arrivé à tout ça. Déjà, c'est quoi ton parcours? D'où tu viens? Qui es-tu, maman? La totale, quoi. Effectivement, comme tu l'as dit, un parcours, on va dire plus ou moins atypique, puisque à la base, j'ai un parcours scientifique. Donc, j'ai un doctorat en sciences et génie des matériaux. Et j'ai travaillé pendant une dizaine d'années dans le nucléaire et la chimie, notamment chez Areva. Et après, j'ai rejoint des boîtes dans plusieurs domaines différents, mais globalement, j'avais quand même cette file scientifique-là sur vraiment le domaine dans lequel j'ai fait mes études. Mais à partir d'un moment, comme je l'explique assez souvent, je me rappelle très bien, c'est lorsque j'ai eu mes 40 ans, comme quoi peut-être que la crise de la quarantaine est vraie. C'est impressionnant. L'année où j'ai eu les 40 ans, je sentais que non, c'est pas ça là. C'est pas ça que je devais faire en fait. Parce que j'avais, c'est vrai, des projets intéressants en Russie, en Chine, en Inde. Donc, je faisais beaucoup de voyages et je me disais, mais est-ce que la vie se limite à ça? On fait des voyages, à la fin de l'année, on a sa prime. Après l'année suivante, on reconduit. Je dis, non, c'est trop monotone pour être ce qu'il fallait faire. Et donc, c'est en ce moment que j'ai démissionné d'un travail que j'aimais pourtant et dans lequel j'étais bien. Et on s'entendait très, très bien avec tous les partenaires. Donc, j'étais senior scientist en ce moment dans une boîte américaine qui s'appelle Owens Corning, qui est basée ici à Chambéry. Et donc, du coup, j'ai monté le cabinet Bix Consulting en France et Bix Consulting au Niger. Okay. Et je voulais développer un nouveau concept que j'ai appelé ergonomie de la performance. En fait, l'idée, c'est quoi? C'est qu'il y a beaucoup de domaines qui sont aujourd'hui très théoriques, comme le leadership, la négociation, des fois même des concepts dans la stratégie, la confiance. Et je me suis dit, est-ce qu'on peut avoir l'esprit scientifique qui permet de mesurer, de calculer et ensuite d'accompagner pas à pas vers le résultat? Je me suis dit, est-ce qu'on peut utiliser cet esprit scientifique sur ces domaines qui sont à la base trop théoriques pour les rendre beaucoup plus perceptibles, plus concrets? Et donc, c'est là où je me suis lancé là-dedans. Aujourd'hui, j'ai créé des tests pour mesurer les niveaux de confiance en soi, d'estime de soi, des tests pour mesurer, par exemple, le niveau de leadership dans une équipe, des tests pour mesurer est-ce que dans une équipe, les gens sont alignés vers la même vision ou pas. Donc, à chaque fois que j'interviens, il y a toujours cet aspect scientifique qui permet de mesurer d'abord et ensuite de dire aux gens, attention, vous êtes là et voilà comment on va faire pour que vous soyez à ce point-là, plutôt que juste de parler des théories. Donc, on va dire que je n'ai pas tout à fait abandonné l'aspect scientifique parce que je le retrouve dans des petits calculs. Ce n'est plus des calculs de structure nucléaire, bien sûr,
mais c'est pratiquement la même démarche, on va dire. Mais ça doit être plus facile quand même en termes de calcul. Non, mais C'est c'est absolument plus intéressant. facile, oui. Et donc là, c'est Bix Consulting, donc un bureau à Chambéry, un bureau à Niamey. Tout à fait. Qu'est-ce que tu proposes du coup dans ce contexte-là? Voilà, donc il y a quelques contenus, mais qui se retrouvent tous dans un seul package que j'appelle le capital humain. Hmm. C'est-à-dire que l'humain est le centre de tout. On dit que la vraie richesse d'une structure, c'est 54% son capital humain, 18% le capital matériel, les machines et les investissements, et 28% le capital naturel, c'est-à-dire l'écosystème, les partenaires, ainsi de suite. Donc, le capital humain, c'est quand même l'essentiel. C'est que vous allez réussir en tant que structure parce que vous avez un capital humain qui est bien exploité, on va dire. Exploité, pas dans le sens péjoratif, mais bien utilisé. Et quel que soit l'investissement que vous allez faire, si le capital humain ne suit pas, ça ne marche pas. Donc, tout ce que je fais, les contenus dont j'ai parlé, confiance en soi, estime de soi, leadership, je les mets vraiment dans ce package qui est capital humain. Et c'est pratiquement les mêmes choses que je propose au comité de direction, que ce soit en Afrique ou ici. Puisque j'ai quand même cette cible-là que je vise. Là, c'est tout le temps les comités de direction dans des PME ou des banques, des sociétés de téléphonie. Et également, j'enseigne ces méthodes que j'ai développées à l'INSEC, qui est une école de commerce en France, et dans une université aussi en Afrique. Quels sont les points que tu as identifiés spécifiquement? Après, on va rentrer plus dans le détail par rapport au livre, mais de choses sur lesquelles on est très fort en Afrique par rapport à ce que tu peux observer chez tes clients en Europe, et inversement, des choses qui gagneraient, en tout cas, où on gagnerait à se développer ou à mettre l'accent dessus. Waouh, ça c'est une grosse question. Je pense que globalement, s'il faut choisir une seule chose, parce qu'il y en a beaucoup, à mon avis, il y a beaucoup de points positifs que j'ai retrouvés au niveau des managers en Afrique, et beaucoup de points négatifs, et vice-versa. Donc, du coup, s'il faut résumer en un seul point, je dirais le mindset. C'est le mindset qui est totalement différent. L'état d'esprit, quand je dis mindset, on peut mettre, c'est vraiment un fourre-tout. Par exemple, la relation avec le temps n'est pas pareille. Ouais. En Afrique, on a tendance à croire que le temps est infiniment élastique. Donc, on peut, sur quelque chose qu'on peut évacuer en 1 minute ou en un jour, eh bien, ça va prendre beaucoup de jours parce que, bon, voilà. Alors que dans d'autres pays, j'ai remarqué que ce n'est pas le cas. S'il faut l'évacuer, tu vas voir que les choses s'enchaînent très rapidement. Donc, vraiment, dans Mindset, je mettrai beaucoup de temps, la relation au temps. Il y a également la notion de stratégie. Donc, j'ai vu que peut-être avec tout ce que les pays développés ont capitalisé en termes d'outils, en termes d'approche, en termes de méthodes, fait également une sacrée différence. Malheureusement, chez nous, déjà, ce n'est pas quelque chose qu'on enseigne beaucoup, la stratégie. Bien sûr qu'on l'enseigne, mais je vais dire, ce n'est pas aussi bien disponible et ouvert que dans certains pays occidentaux. Donc, ce qui fait que beaucoup de structures sont en mode tactique. Le mode tactique, c'est que j'avance au gré des événements. S'il y a un truc, on se met ensemble, on le combat, ensuite on avance. Si ça nous... Donc, ça, ce n'est pas très efficace pour piloter une entreprise. Donc, voilà un peu ce que je peux dire sur ce point. Tu vas nous présenter, du coup, ton livre, Le chantier de la vie. Tout à fait. Merci déjà, José, pour cette opportunité. Il est là, Le chantier de la vie. Il est sorti le 26 janvier de cette année aux éditions Baudelaire. Et puis, il est déjà disponible sur plusieurs plateformes comme Amazon, la FNAC, des sites, et 144 librairies en France. Et actuellement, on est en train de aussi l'acheminer dans certains pays en Afrique. C'est une bonne nouvelle. On en aura besoin en plus chez nous. Moi, j'ai trouvé que c'était vraiment bien écrit, assez accessible. On peut l'appliquer quel que soit le domaine. Ta méthode, c'est vraiment. Comment tu es arrivé là-bas? Raconte une histoire déjà. De quoi va parler le livre Très bien. et qu'est-ce qu'on a à apprendre dedans? Ok. Donc déjà, le chantier de la vie,
c'est un livre qui résume, si tu veux, toutes les années d'accompagnement que j'ai eues depuis que j'accompagne des structures, des personnes individuelles même. Je n'aime pas trop souvent utiliser le mot coaching parce que ce n'était pas tout le temps du coaching. Des fois, c'est de la formation individuelle que je fais ou de l'accompagnement, mais il y avait aussi du coaching. Et lorsque je regardais, la plupart des temps, certains problèmes que les gens ont quand on discute suivent une sorte de pattern. En fait, quel que soit le milieu, l'éducation, la culture, la religion, j'ai vu qu'il y avait des points communs qui sautaient lorsque j'ai discuté avec eux. En fait, j'ai eu cette chance d'avoir vraiment une panoplie, on va dire, de caractéristiques parmi les personnes que j'ai côtoyées. Et c'est là où l'idée m'est venue, je me suis dit, waouh, on dirait que, indépendamment de toutes ces différences, la vie de tout le monde ressemble pratiquement, à quelques détails près, à une sorte de maison qu'on construit. C'est là où m'est venue l'idée de la métaphore avec la maison. La construction de la vie ressemble à la construction d'une maison. Tous les éléments qui nous servent à construire une maison, je les retrouvais en fait dans la vie de chacun d'entre nous. Et par exemple, on va prendre des cas concrets. Pour faire une belle maison, on a besoin de quoi initialement, on va dire, on a besoin déjà d'un plan. D'un plan, oui. Par exemple, même si ce n'est pas la première chose. On a besoin d'un maçon. On a besoin d'un terrain. On a besoin d'un architecte. Il faut des ressources, sinon on ne peut pas avoir d'ailleurs tout ce que je viens de citer. Et étrangement, c'est exactement avec ces mêmes éléments qu'on construit la vie. Ils partagent les mêmes noms, mais c'est vrai que ce n'est pas forcément les mêmes choses. Donc, en fait, globalement, ce qui se passe, c'est que quand on veut construire une maison, on le disait, on a besoin déjà d'un plan. Et dans la vie, il y a quelque chose en nous qui nous fait le plan de notre vie, qui est notre subconscient. C'est l'architecte, en fait, qui fait le plan. Et lorsque tous les grands qui ont fait des recherches et des études sur le subconscient, que ce soit les neuroscientifiques ou des gens comme le docteur Joseph Murphy, qui a écrit sur la puissance du subconscient, et bien d'autres, Napoléon Hill et toutes ces personnes-là qu'on connaît dans le développement personnel, quand elles parlent du subconscient, elles expliquent que, en fait, votre vie, vous la construisez en fonction de ce que vous dites dans votre subconscient. C'est comme l'architecte qui va se nourrir de vos pensées. Lorsque vous avez que des pensées négatives, vous allez vous rendre compte que le plan de la vie risque d'être négatif. Lorsque on nourrit des pensées positives, on a un plan positif pour sa vie. En fait, ce subconscient-là, c'est comme un architecte qui cherche, qui s'inspire encore une fois, mais sur la base des pensées que nous nourrissons. Et donc, ce qui va se passer, c'est que une fois qu'on a un bon plan, on a besoin cette fois-ci d'un maçon pour réaliser le plan fidèlement à ce que l'architecte a produit. Et le maçon dans la vie, c'est le cerveau. Ce maçon, il a jusqu'entre 80 et 100 milliards d'ouvriers qui sont les neurones. Le cerveau, c'est une machine qui élabore petit à petit tous les plans qui lui viennent du subconscient. Lorsqu'on est stressé, par exemple, le stress peut partir d'une simple pensée. Je pense que je vais avoir tel problème. De par la pensée, le subconscient envoie l'information. Le cerveau, lui, il va mettre en pratique tout, il va, mobiliser tous les mécanismes qui vont participer au stress. Le système nerveux neuro-endocrinien, le système nerveux, par exemple, on va dire sympathique, le système nerveux volontaire. Donc, tout ce mécanisme va se mettre en place sur la simple pensée. Personne ne vous a touché, mais vous allez vous déclencher tout un tas de choses. Et malheureusement, ça peut souvent conduire, quand c'est des stress chroniques, à des maladies psychosomatiques. Et donc, on peut se détruire tout seul sans que personne ne nous touche. Et on peut aussi se construire une très, très belle vie si on sait utiliser toutes ces ressources-là qui sont déjà en nous. Donc, d'avoir ce bel édifice. C'est plus si dans le livre, il y avait cet aspect-là dont tu parlais aussi de tout ce qui tourne autour de la résilience. Je me souviens plus si on en parlait dans ta méthode. Là, on va le retrouver peut-être dans les valeurs, pas exclusivement résilience, mais je parle beaucoup de valeurs. Quelles sont les valeurs qui pilotent notre vie? Donc,
déjà par rapport à la comparaison, je vais revenir sur la valeur, mais par rapport à la comparaison que je faisais avec la maison, j'avais donné par exemple l'architecte, on connaît le maçon. Mhm. Tu as parlé également de valeurs. En fait, les valeurs, ce sont les briques avec lesquelles on construit la maison. Lorsqu'on Exactement. construit sa maison avec des briques de mauvaise qualité, c'est que vous allez peut-être être tout le temps en train de faire des réparations ou bien tout simplement le risque de voir l'édifice s'écrouler. Mm. Donc, on a besoin de cultiver des valeurs pour pouvoir construire une vie, la vie de nos rêves, on va dire. Et les valeurs, qu'est-ce que j'appelle valeurs? Parce que les valeurs ont une importance capitale dans la vie. Une valeur, comme je le dis dans le livre, c'est une caractéristique qui est vraie dans les 4 dimensions de ta vie, tout simplement. Mm. Donc, lorsque on prend la résilience, parce que nous avons tous 4 dimensions dans notre vie, c'est que j'appelle les 4 P dans le livre. Il y a le personnel, qui est Ouais. soi-même, le privé, qui est la famille, les amis, les parents, le professionnel et le public. Mm. Tout ce que nous le faisons dans l'une de ces 4 dimensions. Eh bien, une valeur, comme je le dis, c'est quelque chose qui est vrai dans les 4 dimensions. Parce qu'une valeur, c'est un invariant. Elle ne te trahit jamais, en fait. Mm. Si tu dis que tu es honnête, on peut te surprendre chez toi, tu seras honnête. On te surprend au marché, tu seras honnête. Dans la circulation où tu connais personne, personne ne te connaît, tu seras honnête. Mm. Globalement. Si tu dis que tu es honnête, mais que dès que tu changes d'environnement où personne ne te connaît, tu es le plus grand malhonnête, l'honnêteté n'est alors pas une valeur parce elle dépend des circonstances dans lesquelles on la retrouve dans ta vie. Et Tout donc, à ce que fait. j'explique, c'est que quand on prend la résilience, si je suis résilient dans ma vie personnelle, vis-à-vis de moi-même, des choses qui me concernent tout seul, alors la résilience est un principe. Si la même chose est vérifiée dans ma vie privée, ça devient un comportement. En privé, on parle plus de comportement. Si la Ouais. même chose est vraie dans ma vie professionnelle, ça devient une qualité. Et si la même chose est vraie dans ma vie publique, quand je sors dans les clubs, en association, quand je suis dans ma voiture, là, ça devient une valeur. Ouais. Et c'est une valeur qui ne va jamais me trahir. Une valeur ne trahit que quand elle a cessé d'être une valeur. Regarde même les hommes politiques. En général, ils ne vont pas, par exemple, connaître, on va dire, une chute dans leur ascension à cause d'un manque de compétences. Non, c'est tout le temps à cause d'un défaut de valeur. Mm. Parce qu'ils vont réclamer quelque chose et on va voir en fouillant dans leur vie que non, en fait, à tel moment, dans tel endroit ou dans tel aspect de la vie, ce n'est pas vrai. Et Ouais, en des ce moment, tu rétrocessions. perds toute crédibilité. Et donc, ce que j'explique, c'est qu'on a besoin, parce que les valeurs peuvent se cultiver. Quand on connaît comment, tu vois un peu l'esprit dont je parlais au début, l'ergonomie de la performance, Mhm. essayer déjà de conceptualiser pour mieux chercher le résultat. Et donc, c'est beaucoup plus facile de dire, OK, moi j'ai besoin de la résilience. Comment je vais faire pour qu'elle soit une valeur pour moi et que mon subconscient l'enregistre comme valeur? Eh bien, je vais le travailler sur moi d'abord. Ensuite, dans ma vie privée autour de moi, quelles sont les circonstances ou les situations dans lesquelles je sens que je ne suis pas résilient? Eh bien, je vais commencer à le travailler. Dans ma vie professionnelle et enfin dans ma vie publique. Et c'est comme ça que ça devient une sorte d'automatisme et le subconscient l'enregistre comme une valeur. Et moi, je me demandais justement, est-ce que le fait d'avoir peut-être moins de valeur, mais d'en avoir, mais de s'y tenir, parce qu'au final, comme tu dis, on doit l'appliquer dans les 4 sphères de notre vie. Je pense avoir 3 valeurs, ça doit être déjà quelque chose de difficile à tenir Ah en oui, soi. je suis d'accord avec toi. C'est énormément de travail au final. Et comment est-ce qu'on choisit des valeurs, on les met en pratique, que ce soit au niveau entrepreneurial ou même salarial, hein? Tout à fait. Excellente question, José. Déjà, il y a quelque chose que je fais en séminaire autour de la valeur. Je donne une liste de à peu près 300 valeurs, 284 exactement. Et je D'accord. demande aux gens de cocher les valeurs qui les définissent avant de donner la définition que venais de te donner. Et il y en a qui trouvent jusqu'à 100. Ah Oui, oui, 100 quand même. valeurs. Il y en a qui en trouvent 60, 50. Ça va dans tous les sens. Et après, quand je leur dis c'est quoi une valeur, tout de suite, à peine les gens arrivent à trouver 2 ou 3. Donc, comme En fait, quoi? parce que il y a 3 types de. En fait, on peut avoir 3 types de valeurs. Peut-être plus, hein, mais pour l'instant, je parle de 3 types. La première, c'est ce qu'on appelle les valeurs universelles.
Donc ça, tout le monde a compris. Les valeurs universelles, c'est les valeurs auxquelles tout le monde adhère plus ou moins, ou presque. En réalité, on a des biais cognitifs qui nous font croire, le fait qu'on les a acceptés, ça nous fait croire qu'on les a. Par exemple, l'humilité, c'est une valeur universelle. Et aujourd'hui, quand tu donnes une liste à des gens, tu leur demandes de choisir leurs valeurs. S'il y a l'humilité, ils vont tous la cocher. Peut-être qu'ils sont les plus grands arrogants pourtant. C'est clair. D'accord? Ou la générosité. Le gars va te dire, ah oui, la générosité, c'est une valeur pour moi. Alors que peut-être à peine, il ne peut même pas nourrir son chien, quoi. Ou bien son... Voilà. Et donc, il y a les valeurs universelles. Ensuite, il y a les valeurs sociales. Les valeurs universelles n'ont pas de limite, n'ont pas de territoire, n'ont pas de région. Par contre, les valeurs sociales, là, on revient dans la société en question. Là, c'est une valeur sociale qui est vraie ici, peut être complètement fausse là-bas. On le voit, toi qui as côtoyé beaucoup de cultures dans beaucoup de régions, tu l'as vu. Ah oui, c'est très différent. Voilà. Donc, les valeurs sociales aussi peuvent faire ce biais. Parce que là, c'est là où l'éducation, la culture, l'environnement interviennent. Et des fois, le fait que nous avons une sorte de loyauté culturelle par rapport à ces valeurs, nous croyons aussi les avoir. Et enfin, en troisième position, nous avons les valeurs propres. En fait, ne devient une valeur propre qu'une valeur qu'on retrouve encore une fois dans les 4 dimensions de la vie. Donc, en fait, il faut l'avoir travaillé. Beaucoup de personnes, comme tu l'as dit, vont réclamer des valeurs, mais des fois, c'est que des slogans. Et quand c'est un slogan, il y a toujours une réalité qui va te rappeler que non, en fait, écoute, un tel, ça là, oublie, tu l'as pas. Tu y crois, tu la respectes parce que c'est ta culture, mais tu l'as pas. Et donc, c'est pour ça que, pour répondre à ta question, j'ai fait tout ce détour pour répondre à la question. Oui, ce que je propose même dans les coachings, ce que je dis aux gens, la première chose, d'abord, c'est d'avoir une vision claire. Parce que la vision pour la vie, c'est la fondation pour la maison. Et je l'ai dit dans le livre, celui qui n'a pas de vision claire dans sa vie, c'est comme s'il construit en posant les briques directement sur le sol. Ouais. Donc, il n'a rien creusé en fait. Donc, le moindre vent peut faire tanguer la structure. Et puis, bon, voilà. Donc, la première chose, c'est d'avoir une vision claire. Une fois que la vision est claire, la question que je fais se poser les gens, c'est de se dire quelles sont les valeurs, si ce n'est pas moi, si c'est quelqu'un d'autre, ce n'est pas Maman, ce n'est pas José, c'est quelqu'un d'autre, quelles sont les valeurs que je pense qu'il faut pour atteindre cette vision que moi je veux. Énumérer toutes les valeurs, comme tu as dit, résilient, il faut être peut-être rigoureux, il faut ceci, cela. Il ne faut pas se regarder dans un premier temps, sinon on va se perdre. Parce qu'on va aller chercher dans les valeurs sociales qu'on n'a pas dans beaucoup de cas, et ensuite on se trompe. Donc, quelles sont les valeurs qu'il faut? Quand on les cite, et après je demande aux gens, maintenant reviens pour cocher quelles sont celles qui sont vérifiées dans les 4 dimensions de ta vie. Et là, les gens vont se rendre compte sur quelles valeurs concrètement travailler. Et ensuite, on met en place une sorte de chronogramme. Je sais que, par exemple, avec des personnes, je fais un truc que j'appelle un mois, une valeur. Le mois de l'année, quoi. D'accord. Et donc, ça nous a permis, tout au long de l'année, chaque mois, de travailler une valeur. Déjà, je vais essayer de la vivre moi-même. Si je dis que, voilà, il faut que je travaille la rigueur. Donc, ça veut dire que moi-même, il faut que je commence à être rigoureux, respecter les choses, ainsi de suite. Le temps de sommeil, ainsi de suite. Et après, il faut que je vois comment je vais être rigoureux dans ma famille. Peut-être que c'est moi qui suis en charge de telle chose. Eh bien, je vais faire tout pour le respecter. Même si c'est une seule chose, je cultive la rigueur dans ma vie privée. Ensuite, ma vie professionnelle. Et enfin, ma vie publique. Et tu vas voir, à force de le faire, les mécanismes neuronaux vont se mettre en place. Là, maintenant, avec les neurosciences, on a compris comment on consolide des habitudes. Et petit à petit, je vais retrouver la rigueur commence à prendre naissance, on va dire, dans ma vie. Et un beau jour, je vais voir que ça fait partie de mes valeurs parce que je suis comme ça. Mais une valeur ne peut jamais s'acquérir sans travail, c'est pas possible. Le simple fait d'y croire ne suffit jamais. Avec tout ça, tu as écrit le livre avant ou tu avais commencé d'abord et c'est par ta méthode et tes recherches que tu en es arrivé au livre? C'est par les recherches que je suis arrivé au livre. En fait, chaque fois, si tu veux, dès que j'ai quelqu'un qui m'explique un problème, tout de suite, c'est le scientifique. Je cherche un concept. En fait, l'idée, quand elle vient, je me dis, OK, comment je vais la conceptualiser pour qu'elle soit facilement explicable?
que la personne comprenne mieux, puisqu'il y a beaucoup de gens qui sont quand même cartésiens, qui comprennent mieux quand les choses sont, on va dire, voilà, claires, concis. Et c'est comme ça que petit à petit, il y a plusieurs outils qui sont créés, comme la valeur, comme le cycle de la vie. Peut-être que si on a un peu de temps, on peut en parler. Ouais. Et c'est après que j'ai eu l'idée, si tu veux, de tout rassembler dans un livre pour le rendre disponible au lecteur. Il y a plusieurs outils comme ça qu'on retrouve dans le livre. Et là, tu parlais du cycle de la vie, c'est ça? Du cirque ou du cycle? Le cirque. Ah, le cirque. Oui. Oui, oui, ouais, ça me redit quelque chose. Bah, je vais te laisser en parler, ce sera encore plus simple. Tout à fait. En fait, le cirque de la vie, j'ai fait un petit parallèle avec le cirque classique. Je démontrais dans le livre que la vie ne doit pas être comme un cirque. Le cirque, qu'est-ce qu'on a dans le cirque normal? CIRQUE. C'est qu'il y a un dresseur qui a appris à des animaux, si c'est un cirque animalier, à répéter des gestes qu'ils ont maîtrisés après plusieurs heures. Après, tu as par exemple dans le chapiteau les participants qui sont là, qui ont donné leur argent. Après, tout le monde est content, ils applaudissent. Et je disais dans le livre que le seul dont on n'est pas sûr qu'il soit content, c'est l'artiste muet. C'est celui qui fait le numéro. C'est lui qui fait tout, mais on n'est pas sûr qu'il est content. Et après, quand les gens vont quitter le chapiteau, tout le monde rentre chez lui. Le spectateur est content pour le temps investi, l'argent et de s'être fait plaisir. Le dresseur est content parce qu'il a empoché l'argent et l'autre, il le retourne dans sa cage. Donc, j'expliquais que la vie ne doit pas être comme ça. Malheureusement, dans des entreprises, c'est pas très loin d'une cage. Ou dans des vies de famille même, c'est pas très loin d'une cage. Il y a un dresseur qui veut que tout le monde pense comme lui et que tout le monde voit les mêmes choses que lui, il voit. Mais lorsqu'il y a des gens extérieurs, il veut que vous montriez un sourire large jusqu'aux oreilles, que tout va bien. Sauf que ce n'est pas le cas. Donc, j'explique qu'il y a des parois, il y a des murs de maison qui ressemblent à des parois d'une cage, en fait. Et que la vie est unique. Elle est très précieuse pour que quelqu'un soit le cauchemar de notre réalité. Les gens doivent être, au contraire, vraiment, voilà, des accélérateurs de bonheur, on va dire, des gens qui vont permettre à l'autre de réussir sa vie plutôt que d'être son cauchemar. Malheureusement, ça existe et je pense que ça va toujours exister jusqu'à la fin de la vie. Mais j'espère que tous qui liront le livre et qui seraient dans ces genres de positions, qu'ils peuvent changer déjà. Et donc, ça, c'était le premier aspect. Ensuite, je fais le parallèle avec le cirque CIRC. Et je dis qu'en réalité, nous avons tous notre vie dans le cirque CIRC. Il ne faut pas qu'il soit dans l'autre cirque, mais que nous le voulions ou pas, il va être dans le CIRC. C'est quoi le cirque? C'est 4 zones. Vous allez, bon, quand je dis vous, je m'adresse aux spectateurs. Bien sûr. Et donc, vous allez voir par exemple qu'il y a une matrice qui a 4 colonnes. Qu'est-ce que je regarde dans la colonne? En fait, est-ce que ce que tu fais, il y a un alignement de ton comportement vis-à-vis de l'attente de ton environnement, d'une part, et de l'autre côté de la matrice, on va regarder l'alignement des croyances, c'est-à-dire la manière dont tu agis et les croyances qui concernent cette action que tu fais. Lorsque tu es aligné en termes d'action et de comportement par rapport à ce que ton environnement attend de toi et que tes croyances aussi suivent les croyances de cet environnement, tu seras dans une zone de cohérence. C'est le premier cycle du cycle. Tu seras dans une zone de cohérence parce que tes actions sont bien accueillies et les croyances aussi sont celles de l'environnement. Maintenant, lorsque tes croyances restent celles de l'environnement, par contre, tu n'agis pas comme l'environnement l'entend. Tu seras dans une zone d'incohérence. En fait, tu serais en train d'agir contrairement à ce que tu crois. Et c'est là où tu vas commencer à te cacher. Et c'est là où les mensonges vont commencer. Et c'est là où on va être toujours stressé parce qu'on veut cacher quelque chose. On est dans une zone d'incohérence. Et ce que j'explique dans la vie, tout le monde a des zones d'incohérence dans la vie. Bien sûr. Voilà, donc il n'y a personne qui dit, moi je suis à 100%, tous mes 4 P, mon perso, mon privé, mon professionnel et mon public, sont dans la zone de cohérence. Ça n'existe pas. Et donc, ce que j'explique dans le livre,
quand on est dans une zone d'incohérence, il faut toujours avoir une sorte de mastermind, une ou deux personnes de confiance avec qui on discute. Et ces discussions et ces échanges sont comme le trou que tu t'attaches pour descendre la corde, pardon, que tu attaches pour descendre dans le trou qui est la zone d'incohérence. En cas de problème, on peut te remonter facilement. Le seul problème, c'est que dans la plupart des situations, l'être humain préfère cacher ses zones d'incohérence à tout le monde, jusqu'à ce qu'il ne puisse plus remonter et malheureusement, il peut arrêter son projet de vie. Donc, le chantier de vie peut en être fortement impacté et négativement. Deuxième chose, on a vu deux zones, n'est-ce pas? On a vu le C et le I. Donc, la cohérence et l'incohérence. Maintenant, lorsque tu es dans une zone d'incohérence, donc les actions sont contre ceux de l'environnement, même si les croyances sont restées alignées à l'environnement. Donc là, le problème, c'est qu'à force de rester dans une zone d'incohérence et de le vivre, à un moment, on remet en cause ses croyances, on modifie les croyances qu'on a parce que ce n'est pas tenable, et là, on va basculer dans la zone de rébellion. D'accord. La zone de rébellion, c'est que tu ne te caches plus, en fait. Tu fais ce que tu veux faire, tu acceptes d'affronter le regard des uns, tu acceptes d'affronter leurs critiques, ce qu'ils pensent, tu t'en fous. Comme un rebelle, et là, pas forcément en assumant les conséquences, mais en tout cas, dans la zone de rébellion, on agit contrairement à l'attente de son environnement, mais en même temps, on n'a plus les mêmes croyances. On a les croyances par rapport à cette chose-là, à l'action, qui sont différentes. Et enfin, il reste une dernière zone, c'est le C, donc on a vu CIR. Il reste le C pour faire le cirque, c'est la zone de conflit interne. La zone de conflit interne, c'est lorsque tes actions et ton comportement restent alignés cette fois-ci, mais c'est tes croyances qui ne le sont plus. Tu agis conformément à l'environnement, peut-être juste par conformisme ou par respect à cet environnement ou à quelqu'un. Par contre, les croyances ne suivent pas. Donc là, c'est un conflit interne qu'on vit. Il est aussi porteur de stress et de beaucoup de, on va dire, en tout cas, il faut faire beaucoup d'efforts à l'intérieur pour pouvoir supporter. Sortir de ça. Donc, ce que j'explique dans le livre, c'est que chaque personne a un ou plusieurs aspects de sa vie qui se trouvent dans une ou plusieurs zones. Tu peux avoir le personnel qui est plus dans une zone de cohérence, le privé qui va se trouver dans une zone d'incohérence, peut-être le professionnel qui est en rébellion, et puis l'autre qui est en conflit interne. Et l'autre chose aussi qui est importante à savoir, c'est que quand on veut aider quelqu'un qui est dans une zone de rébellion, c'est pas facile de vouloir l'amener directement dans une zone de cohérence. Ouais. Donc, il faut passer par étapes, quoi. Voilà. Soit venir dans la zone d'incohérence, c'est-à-dire au moins qu'il accepte les croyances du milieu, même s'il continue à faire l'acte dans un premier temps, si c'est une action répréhensible, au moins il change le mindset ou bien il change ses actions, même si on n'a pas encore changé les idées et les croyances. Donc là, il va basculer en conflit interne et après, on l'amène petit à petit en zone de cohérence. Donc, je l'ai appliqué, par exemple, j'ai eu des familles qui ont des adolescents très compliqués avec beaucoup de brutalité où personne ne les écoutait. Et donc, quand je les ai écoutés, j'ai compris qu'ils étaient vraiment dans la zone de rébellion. Ils agissent contrairement et ils croient qu'il n'y a que eux qui ont raison. Il n'y a que leurs croyances qui comptent. Donc, j'essaie, ce que je fais, d'essayer de discuter avec eux. Déjà, j'essaie de voir quel est le chemin le plus facile. Est-ce qu'il faut les amener d'abord dans la zone d'incohérence ou dans la zone de conflit interne? Donc, en fonction de la personnalité de la personne, tu vas voir quel est le chemin qui est le plus adapté. Et si c'est en entreprise, par exemple, il y a toujours les coachs qui peuvent faire le travail. Effectivement. Voilà. Si tu veux amener la personne dans telle ou telle zone, il va avoir besoin d'un coach ou d'un mentor ou d'un formateur. Ce n'est pas pareil. Donc, tu peux prendre un coach, mais qui n'aura jamais de résultat parce que l'état d'esprit de la personne n'est pas fait pour le coaching en ce moment. C'est peut-être un mentor. Ou bien c'est peut-être un accompagnateur, ou c'est peut-être un formateur. Donc, il y a tout ça qu'on retrouve à travers le cirque de la vie. Effectivement. Et du coup, on aura vu les deux cirques. Mais c'est vrai que c'est une notion que je ne connaissais pas très bien. Et c'est vrai que quand tu passes d'une phase à l'autre, ça doit être très cohérent.
Mais je me dis, dans ton expérience, est-ce que le conflit interne, il n'est pas peut-être plus difficile, quelle que soit la personnalité de la personne, à gérer que être dans une zone d'incohérence? J'ai plutôt vu le contraire, José. D'accord. Les gens qui étaient en incohérence avaient plus de stress parce que, voilà, il faut se cacher, il faut mentir, il faut jouer double jeu des fois, malheureusement, Hmm. lorsque c'est comme ça. Alors que le conflit interne, déjà, tu agis, c'est juste que tu ne l'as pas accepté dans la tête. Donc, D'accord. les gens se disent que déjà, je suis conforme par rapport à mon environnement. Hmm. J'ai trouvé en tout cas que les gens qui étaient en incohérence, dans une zone d'incohérence, étaient plus stressés et avaient plus du mal à supporter que les gens qui étaient en conflit interne. Et j'ai trouvé beaucoup de personnes, surtout malheureusement des femmes, Hmm. dans la zone de conflit interne, parce qu'elles se trouvent à agir surtout dans la vie de couple, mais pas parce qu'elles croient aux normes qui leur sont imposées. J'ai vu par exemple des femmes managers que j'ai accompagnées, mais qui vivent dans une société qui est plus ou moins traditionnelle. Donc, elles sont Hmm. obligées de laisser certaines de leurs croyances. Elles n'ont pas pu modifier les croyances. Donc, les croyances sont en elles, mais elles se trouvent obligées de suivre quand même ce que donne la tradition ou la culture. D'accord. Donc là, elles sont tout le temps en conflit interne et tout le temps stressées. Et malheureusement, Hmm. souvent, ça se répercute sur leur couple. Non, je comprends, je comprends. En tout cas, franchement, c'est un beau livre que tu nous as écrit là. Vraiment, je te félicite. Moi, C'est je vais avoir à cœur de le terminer parce qu'il y a avec plaisir. énormément de leçons et je trouve qu'en termes de business, ça se prête bien en tout cas on est dans le salariat. Mais je trouve que ça donne de super bases quand on a un projet entrepreneurial justement pour le cadrer, le planifier, s'organiser et puis aussi ce que j'aime bien c'est que comme tu ramènes les choses à des petits segments, des petits éléments sur lesquels on doit travailler, c'est au final la devise de chacun des entrepreneurs. Tu prends un problème, Tout à fait. tu le ramènes à son élément le plus petit, tu y apportes une solution, tu testes. Si ça marche pas, reviens, tu réfléchis, tu Voilà. modifies, tu ajustes, tu t'adaptes. Donc, Mhm. c'est une démarche scientifique du début jusqu'au succès et je trouve que ça donne vraiment les outils qu'il faut pour en tout cas atteindre le Absolument. succès. Donc, vraiment, Maman, merci pour tout ça. Hein. C'est Merci, vraiment un José. très beau Avec plaisir. livre. Je te laisse le représenter, le chantier de la vie, Il est disponible là. sur Amazon, on a dit dans plein de librairies en France. Mhm. Et vraiment, ça fait plaisir. Tu vas pas nous aider à faire c'est couper un petit jeu concours ou quand tu viendras, quand on reviendra pour le live, une fois que la vidéo sera sortie et tout, qu'on fera un live, je vais voir peut-être avec mon sourd ou d'autres gens et OK. discuter de ça et puis peut-être faire gagner le livre, qui sait. Ah, excellent. Ça, Ça c'est pas peut, tu mal. sais, sur le Si, moment si. aussi, parce que je me dis, Ça me va bien. Je suis partant à 200%. On peut même écoute, faire on va gagner faire les, je des, sais pas, les 2 ou 3 premiers. eh ben, écoute, en tout cas, ça sera avec grand plaisir. Hein. En tout cas, Maman, vraiment félicitations encore pour ce très beau livre que je vous encourage tous à aller lire. Et aussi, je vous encourage à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas parce qu'on organisera un live avec Maman où justement vous pourrez échanger avec lui sur ses méthodes en direct et on aura une surprise pendant ce live. Donc, restez bien connectés. Maman, je te laisse le mot de la fin. Donc, merci José déjà pour cette interview. Merci pour tes questions très pertinentes. Et merci à tous nos auditeurs, tous tes auditeurs. Et puis, j'aurai le plaisir pendant le live de répondre à vos questions sur le livre Le chantier de la vie. Vous allez voir, il est facile à lire, je crois. Et puis, il n'est pas très volumineux. Les chapitres sont volontairement courts pour qu'on aille directement à l'essentiel. Et j'espère que vous allez en faire un très beau usage et faire une très belle construction de votre vie grâce à tous ces outils qui sont dans le livre. Encore merci. Bah, merci en tout cas à toi pour ton temps. Vraiment, on a appris énormément de choses. Moi, ça a été vraiment un plaisir déjà de faire ta connaissance, de te rencontrer, d'avoir un frère nigérien, ça va, c'est rassurant.
et de voir que j'ai encore 5 ans avant de commencer à me poser des questions sur la crise de la quarantaine. En tout cas, Maman, merci pour tout, merci d'avoir été avec nous. Et puis, on se voit bientôt avec la communauté pour un live où on pourra échanger là-dessus. Merci à tous. Allez, au plaisir Bon, et c'est on bien, avance.